avant les pillages, cet espace était fonctionnel, était bien harmonisé, mais après les pillages, il faut reconnaître que le commerce général, les industries manufacturières et les agroalimentaires avaient connu une destruction telle que, au niveau du commerce général, plus de la moitié des structures étaient cassées et les autres secteurs, les agro-industries, donc les manufacturières et les agroalimentaires, avaient connu dans les mêmes proportions quant à l'équipement des casses qui ont pu influer sérieusement sur leur capacité de production. Et aujourd'hui, nous vivons ces séquelles-là. Ce qui fait que le schéma que je vous ai donné ne tourne pas à sa pleine capacité. Il tourne à 10% pour certains, à 20% pour d'autres. D'autres, la capacité n'est pas encore opérationnelle. Les FCC, au fond, je considère que c'est une escroquerie politique. Parce que conformément à la Constitution, il faut avoir 251 députés pour un parti politique pour affirmer une majorité. Ce n'est pas en créant des structures satellites. Dans un parlement, je respecte au moins quelques 200 députés. Ce n'est pas en mettant les beaux-frères, les petits frères, de sœurs et de cousins dans les institutions de la République qu'aujourd'hui les FCC veulent nous donner des leçons. Nous avons dit au président d'aller de l'avant. Et je lui ai dit, chez nous, les Bangala, lorsque vous rencontrez un crocodile sur la terre ferme, Kata Yemutu. Ah oui, mais parce que s'il vous retrouve dans l'eau à nouveau, il va te bouffer. Nous serons libérés par ce schéma, parce que les FCC n'ont fourni aucun effort pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Non, je ne dois pas tout dire. Je vous ai dit que quand vous voyez un crocodile sortir sur la terre ferme, il faut lui couper la tête. Parce que si vous repartez sur l'eau, il va te bouffer. Les FCC a démontré son incompétence. Son bilan est largement négatif. Alors ils veulent s'accrocher sur les épaules du président Félix, que le peuple soutient, pour ternir son image. Parce qu'ils ont eu même la prétention de dire qu'ils veulent revenir. Ils veulent revenir où? Les gens qui ont échoué. Donc le Congolais, nous devons avoir le courage patriotique de dire non à ces gens. Je dis que quelques rares exceptions sont là. Et je lance un appel à tous ceux qui se considèrent comme l'IFCC de rejoindre les camps de la patrie. Et de cette manière-là, nous allons construire notre pays pour un avenir heureux. Et que tous les voleurs qui sont connus, tous les criminels qui sont commis, ils doivent aller en prison. Parce que nous avons fait injustement la prison, ce n'est pas une vengeance, ce n'est que logique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Contact Pro Live. Nous sommes encore de retour sur vos écrans avec des analyses, avec la situation actuelle qui va dans notre pays. Ça ne donne pas vraiment beaucoup d'encouragement, mais nous faisons tout pour que nous puissions venir auprès de vous avec des analyses qui pourront peut-être éclairer votre compréhension sur la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, nous avons encore choisi de vous amener un aîné qui, dans ses analyses, il est vraiment plus exact. Nous avons vu ce qu'il nous disait. Nous connaissons qu'il a beaucoup d'expérience. C'est M. Luboya Dioka qui va encore nous parler de ses expériences. Il va aussi nous expliquer ce qu'il entrevoit sur ce qui se passe de la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien. Merci. Voilà, nous venons de suivre avec vous Oui. une réaction des gens du FCC qui ont été reçus par le président de la République. Du FCC? Non, je crois qu'il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces réactions? Vous savez,
Les domaines dans lesquels nous partageons, c'est un domaine qui a aussi l'histoire, qui a son histoire. Et quand on ne connaît pas très bien son histoire, il y a beaucoup de bavures qu'on peut commettre. Dans ce que nous avons entendu, par rapport à ce que le pays a connu depuis 60, ce n'est pas du nouveau. C'est la répétition des choses qui s'étaient passées depuis longtemps et qui évoluent avec l'environnement, mais qui restent toujours les mêmes. Dans ce que notre frère a dit, tout se résume à des attaques à un individu ou à un groupe d'individus. Est-ce que nous avons intérêt aujourd'hui à développer ce genre d'approche pour résoudre les problèmes de notre pays? S'attaquer à un individu ou s'attaquer à un groupe d'individus? Et s'attaquer de quelle manière? De manière à manifester un rejet total. Or, nous parlons de la cohésion nationale. Exactement. La cohésion nationale concerne ceux qui sont pour une vision et ceux qui sont contre la même vision. C'est la conjugaison des deux visions ensemble où on peut tirer l'essentiel qui peut en fait répondre aux préoccupations réelles du pays. Mais tel qu'il parlait, les autres ont volé, ont tué et tout ça. Mais tous les pays ont de l'histoire. C'est ça, au-delà de l'histoire. Si nous pouvons rentrer dans les morts qui sont décédés dans notre pays. Bon, moi, je me suis investi un peu à lire l'histoire coloniale. Mais quand on veut prendre le nombre de morts du temps de l'État indépendant du Congo, qui était les biens privés de Léopold II, les morts qui avaient suscité des réactions des autres pays, qui avaient fini par amener Léopold II à céder l'État indépendant comme colonie à la Belgique. Vous savez combien il y a eu de morts, combien il y a eu de massacres, de villages entiers, pour qu'aujourd'hui, qu'on vienne nous dire qu'un tel, il a beaucoup tué, il a beaucoup fait ceci, cela. Inspirons-nous un peu de l'histoire. Si on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas avancer. Mais si on connaît son histoire, on peut tirer les leçons de son histoire pour pouvoir formuler en fait des réflexions qui vont dans le sens... Oui, dans le sens de trouver une solution. Une solution. Oui. Voilà, donc la question qui se passe maintenant, le FCC, papa, il est en train de se battre parce que c'est comme si le combat qui se trouve à la tête du pays, hein, entre les alliances, cette alliance-là qui gouverne, nous en avions parlé la fois passée, mais cette alliance-là est en train de faire. Et nous constatons que Tshisekedi se réfugie maintenant dans la Constitution, laissant l'alliance qui ne marche plus selon... donc, c'est cette crise-là qui se trouve au fond de l'alliance, et Tshisekedi qui se réfugie au niveau de la Constitution. Je ne sais pas si vous aviez constaté ça aussi. Si nous suivons ce qui se passe dans notre pays, effectivement, la fois dernière, j'avais dit que quand on parlait de la joie après la prestation des serments des juges et tout cela, bon, je disais que c'est la consécration de la rupture avec, de l'alliance entre les deux choses. Mais en quoi cela va-t-il profiter au pays? Les gens qui n'ont pas une longue vue du développement du pays vont vous dire que nous avons gagné. On a applaudi. Bon, nous qui cherchons à voir à long terme comment est-ce que les choses vont se passer, nous regardons, nous disons que ça ne va rien apporter au pays parce que ce n'est pas la première fois. Exactement. S'il faut voir le genre de conflit que notre pays a connu, c'est très malheureux. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique congolais. Ça, il faut le dire très fort. Il faut que notre opinion comprenne ça. Il n'y a aucun parti politique qui a un projet de développement du pays. Tous les projets dont disposent les partis politiques, c'est à comment accéder au pouvoir. Or, les stratégies dans les deux versions
vous avez, pour accéder au pouvoir, vous avez les mensonges, les spéculations, les dénigrements et tout ce qui peut rendre une population médiocre. Si vous attaquez maintenant la version du développement du pays, vous n'allez pas trouver beaucoup de gens là-dedans, bien entendu. Mais le fait que ceux qui prennent le pouvoir n'ont pas cette vision-là étouffe effectivement ceux qui ont la vision du développement du pays. Le pays, quand il a accédé à l'indépendance, a connu beaucoup de situations d'instabilité, beaucoup de crises. Aucune des rencontres qui ont été mises en place n'a pu trouver des solutions durables pour trouver le problème du bien-être de la population. La dictature de Mobutu. Mais c'est ça que j'ai dit que, effectivement, bon, les gens peuvent dire que avec la dictature, on peut résoudre le problème. Non, le problème qui est là, c'est comment articuler effectivement la conscience du peuple souverain primaire, comme on dit, avec la conscience des dirigeants qui se disent que nous voulons diriger. Comment articuler cette histoire-là? C'est ce qui ne se fait pas, malheureusement. Il n'y a pas une articulation entre les deux. Quand nous avons accédé à l'indépendance, il y a eu un mouvement d'exode rural terrible. Oui, les gens qui venaient, qui sortaient des villages qui partaient en ville. Et entre-temps, en ville, il n'y avait pas d'emploi. On a créé une société où les gens ne savaient pas comment se nourrir. Et entre-temps, on a dénigré ceux qui étaient restés au village. Il y a eu une rupture, tant au niveau spirituel, tant au niveau intellectuel, tant au niveau de sagesse. Au point de vue qu'on a développé en milieu urbain une mentalité qui ne contribuait pas au développement du pays. Et ça, les partis politiques ont été créés dans ce contexte-là. Une fois encore, je voudrais inviter mes compatriotes à s'intéresser à lire la littérature sur le préparatif de la conférence nationale et de la conférence de la table ronde. La table ronde qui nous octroie l'indépendance. Pour comprendre que ce qui se fait aujourd'hui, ça s'est fait depuis ce temps-là. On a eu des gens qui étaient partis à la table ronde qui n'avaient pas de vision politique. Et lorsque la session de la table ronde économique a été proclamée, aucun leader politique congolais n'a participé à cela. Aucun leader congolais. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ne comprenaient rien aux problèmes économiques. Et entre-temps, ceux qui nous avaient colonisés, qui avaient les deux pieds sur terre en République démocratique du Congo, et qui étaient confrontés aux problèmes qui leur avaient donné beaucoup d'inquiétude. Qu'allons-nous devenir quand le pays sera indépendant? Ils ont développé des systèmes pour se maintenir. Et ils ont pris des décisions au niveau de cette table ronde économique, les décisions qui nous concernent jusqu'aujourd'hui. Qui étaient à leur faveur. En leur faveur, bien entendu. Qu'est-ce que le Pordé avait fait? Il a recruté des bailleurs de fonds extérieurs pour la recherche du profit. On a constitué les sociétés qu'on appelait concessionnaires, tout ça, dans plusieurs domaines agricoles, miniers et tout cela. Toutes ces sociétés-là se sont liguées au moment de l'indépendance pour dire comment est-ce que nous allons faire ça. Et bien, ils ont mis en place tout un système qui nous régit jusqu'aujourd'hui. Ok, maintenant, dans l'actualité où nous sommes maintenant, papa, est-ce que, voyant ce qui se passe dans la FCC, dans le cash, dans l'IDPS, tout le monde,
Tshisekedi, je crois, aujourd'hui, il est devant un mur. Il est porteur de solutions pour autant qu'ils prennent conscience et qu'ils se mettent dans les vraies préoccupations de la population congolaise. Oui. Les vraies préoccupations de la population à la base, ce ne sont pas les conflits. Oui. Hein? Parce que le peuple en a marre avec des conflits. Les préoccupations à la base, c'est la manière dont l'alternance s'est effectuée. Dans la paix, dans le reste de tout le monde était content, ainsi de suite. Mais quitter cette disposition à la fois morale et spirituelle de la population pour revenir au conflit, eh bien là, on va simplement favoriser ceux qui se battent pour le positionnement politique. Parce qu'en fait, lorsqu'on va terminer cette consultation, certains parlent d'un gouvernement d'union nationale, lorsqu'on aura peut-être chambardé le Parlement, lorsqu'on aura essayé un peu de chercher une autre majorité. Donc, la fin, c'est d'avoir un gouvernement d'union nationale. Certaines langues disent ça. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un gouvernement d'union nationale. Nationale, oui. L'histoire se répète. Se répète. Et qu'est-ce que les autres unions nationales qu'on avait mis avant ont donné pour le développement du pays? Rien. Absolument rien. Ce que nous devons noter, il n'y a qu'à entendre par exemple des groupes qui ont été reçus par le président jusqu'à présent, à leur sortie, leur déclaration. Plus de 80% de ceux qui ont pris parole vous parlent de positionnement politique. Moi, j'ai apprécié Mosengo quand il a dit qu'il a déposé un mémorandum pour le développement économique. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai dit, mais voilà au moins quelqu'un qui comprend où se trouve le problème et où se trouve la solution. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a cette agitation, c'est parce qu'il y a la pauvreté dans le pays. Et pourquoi il y a la pauvreté? Depuis 1960, nous n'avons pas de politique d'industrialisation, de transformation, ni de matières minières, ni de l'agriculture. Rien. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être un pays riche, on ne peut pas être un pays se disant que nous allons nous imposer en Afrique centrale aujourd'hui sans avoir une politique très soutenue des industries de transformation de matières premières ou des industries de transformation de matières agricoles ou des industries de transformation de problèmes qui concernent le tourisme et tout ça. Toutes ces choses-là, nous les avons chez nous. Mais aucun parti politique n'évoque. Et pourtant, c'est dans ces secteurs-là où se trouve la création des richesses. D'abord, création des richesses qui va augmenter le pouvoir d'achat des populations, qui va améliorer le bien-être de la population. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, oh, un tel a fait ceci. Quel est l'impact sur l'amélioration du bien-être de la population? La population, ça ne va pas. Papa, ici, il y a une réaction d'une internaute qui a dit que qu'est-ce que vous pensez de l'accord et de la Constitution? Faudrait-il que le président de la République puisse négocier absolument avec Kabila en restant dans les accords ou carrément se focaliser sur la Constitution, mais en rétrocédant le pouvoir au territoire et donc cela signifie en changeant la Constitution, en initiant par exemple, parce qu'il a le droit, il peut initier le changement de la Constitution sur la réforme de l'État qui donnera la base du pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que j'en pense, c'est qu'actuellement, il est le facteur bien indiqué pour en fait solutionner ce problème. Bien indiqué dans quel sens?
en formulant une approche qui pourrait rassembler tout le monde. Et cette approche va créer une dynamique qui va influer sur la cohésion nationale que nous recherchons. Oui. Parce qu'aucun parti politique aujourd'hui, en dehors du président de la République, ne peut initier... Oui, c'est ça. Tel parti politique peut dire que voilà, ceci, cela, ça n'aura pas d'impact. Mais lui, en tant que chef d'État, il a cette prérogative-là d'impulser en fait dans la nation une vision qui va concourir à créer des projets d'intégration qui font défaut jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, ces sociétés d'intégration ont existé du temps colonial. On a vu comment est-ce que la colonie s'était préparée. C'est pour cela que je reviens souvent en recommandant à mes frères congolais de s'intéresser un peu à tirer des leçons de ce que comment est-ce que l'administration coloniale avait été... Parce que l'administration coloniale fonctionnait. Fonctionnait, oui. Comment est-ce que nous... beaucoup de gens aussi se posent cette question-là. Aujourd'hui, par exemple, vous allez à la fonction publique, vous allez trouver les gens qui sont en train de tourner les pouces. On vous dit qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Effectivement, il n'y a pas de travail. Pourquoi il n'y a pas de travail? Qu'est-ce qui produit le travail? Aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans tous les pays du monde, c'est s'intéresser un peu à créer dans le pays des facteurs qui créent des emplois et qui créent le pouvoir d'achat et le bien-être de la population. Or, il y a une absence totale. Oui, à ce monsieur-là qui me disait que à la fonction publique, il n'y a pas de travail, on est là, on arrive le matin, on part à 11 h. Moi, je lui ai dit, quel est le travail de la fonction publique? C'était là ça la question. Une très bonne question. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils sont à la fonction publique. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est qu'est-ce que la fonction publique peut amener, peut faire marcher le pays? Je voudrais donner un témoignage. J'ai terminé mes humanités en 64. Et le pays était très mal géré. Oui. La Belgique qui nous assistait à cette époque, à ce qui concerne les finances du pays et tout cela, a pensé à créer ce qui existe aujourd'hui, le corps d'inspecteurs des finances. Je suis un des premiers inspecteurs des finances. Mais quand nous sommes entrés dans la fonction publique, pendant notre formation, ce que j'ai constaté, vous ne pouvez pas vous imaginer la qualité des agents de fonction publique à cette époque-là, la conscience qu'ils avaient de leur travail. C'était terrible. Mais qu'est-ce qui a cassé cette conscience, cette façon de travailler? C'est quand le politique est entré. Le politique est entré avec des facilitations qui ne prenaient pas en compte les capacités des individus, qui ne prenaient pas en compte les préoccupations de se rassurer si la personne est bien indiquée pour assumer ces choses. Et voilà ce qui nous amène aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils disent que nous sommes au travail, il n'y a pas de travail, on est là à 8 h ou à 10 h, on va 1 heure après, on est parti et tout ça. Voilà la conséquence des politiciens qui, dans leur tête, n'ont jamais eu la préoccupation du bien-être de la population. Parce que le bien-être de la population ne vient pas des slogans, ne vient pas de la démagogie. Le peuple congolais aujourd'hui doit comprendre que la démagogie prime sur les réflexions profondes du développement du pays. Ma fille travaille quelque part où on leur avait donné un sujet à débattre ou bien à présenter, motivation de fonctionnaires qui travaillaient, l'impact de cette motivation. Alors elle m'a posé la question, papa, comment tu vois ce problème-là? Moi, je dis, mais la motivation, oui, mais elle doit absolument être accompagnée de la formation. Souvent, les gens ne comprennent pas ce que c'est la formation. Alors la question était, mais pourquoi la formation? Moi, je dis, pourquoi la formation? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fonctionnaires sont aliénés.
Exactement. Ils ne comprennent pas l'objet de ce qu'ils doivent faire. Voilà, nous allons prendre un tout petit peu une pause et puis nous revenons dans la deuxième partie de notre émission. Pour nalini na esika ya kosalela maele ebele bandimi kosombama na mbongo mutu azalaka na eloko toza kobenga wisu wa zaba nde wana nto ya kibomutu kasi botika natalisa bino nto ya mabe eza kouta na buyoyo ya bazuzi ya mboka esengeli na bankokoni basosola malamu tokotika te makanisi ya kitoko misala ya malamu nde wana makasi na biso yango wana maye kozalaka toujours kitoko.